Ici Florence K. Vous me connaissez surtout pour ma musique, mais là, je veux vous parler de santé mentale. D'ailleurs, le titre de la série, Une personne sur 5, fait référence à la proportion de Québécois qui seront affectés par un trouble mental au cours de leur vie. Dans cet épisode, on s'intéresse au trouble bipolaire avec lequel je vis personnellement. Je reçois Luc Giguère, professeur invité en entrepreneuriat à l'Université Laval, et le psychologue Martin Provencher pour expliquer les différents types de troubles bipolaires et leurs multiples nuances. Parce que non, on n'est pas toujours dans des montagnes russes entre les hauts et les bas. Bonne écoute! Bienvenue à Une personne sur 5. Comme doctorante en psychologie, oui, les psychologues ont un doctorat, même s'ils ne sont pas des médecins comme les psychiatres. Je suis profondément engagée dans le domaine de la santé mentale, tant sur le plan de la recherche que de la pratique clinique. Et dans cet épisode, on va parler du trouble bipolaire et aussi de comment ça peut se manifester dans le monde des affaires. On va essayer d'y voir plus clair avec mes invités Luc Giguère et Martin Provencher. Merci d'être là, messieurs. Bonjour. Merci, Florence. Bonjour, Florence. Ce qu'il faut savoir, c'est que la variabilité de l'humeur, là, les humeurs qui fluctuent, c'est tout à fait normal dans la vie de tous les jours, chez tout le monde. Mais dans le trouble bipolaire, on va parler de variations de l'humeur qui fluctuent de façon extrême. Donc, des humeurs positives démesurées, puis des humeurs négatives amplifiées. On va discerner principalement deux types de troubles bipolaires, le type 1 et le type 2. Dans le trouble bipolaire de type 1, on va parler de phase dépressive et de phase de manie. La manie, c'est une humeur positive amplifiée de manière tellement démesurée qu'on peut même perdre contact avec la réalité. Dans le trouble bipolaire de type 2, on va parler de phases dépressives qui sont plus prononcées et d'hypomanie. Donc oui, ça encore une fois, c'est une humeur positive qui est démesurée, mais on garde quand même un contact avec la réalité et le fonctionnement n'est pas aussi affecté dans la phase d'hypomanie que dans la phase de manie qu'on retrouve dans le trouble bipolaire de type 1. Bon, on va revenir démêler tout ça avec Martin Provencher, mais tout d'abord, j'aimerais savoir, toi, Luc, le trouble bipolaire, tu vis avec, et tu es aussi un homme d'affaires. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton expérience du trouble bipolaire? Oui. En fait, ça a commencé quand même assez jeune, dans la mi-vingtaine à peu près, ce qui est assez courant d'ailleurs. Et c'est un épisode qui était assez étrange pour moi parce que c'est un moment où les choses allaient bien dans ma vie. Donc, j'étais dans ma deuxième entreprise. La compagnie allait bien, mes affaires allaient bien, mais j'arrivais à la maison, puis j'étais profondément déprimé au point d'avoir des idées noires. Puis c'était souffrant, puis je comprenais pas ce qui se passait. Ça a duré un certain temps, puis ça a juste passé. Par la suite, à peu près un an plus tard, j'ai eu l'inverse, c'est-à-dire que j'ai eu un moment où j'étais en pleine exaltation, complètement l'inverse, là. Je serais parti sur la Lune. En plus, ça se passait avec un moment dans ma vie où je voyageais beaucoup en Europe et tout ça. Fait que, plein d'énergie. Plein d'énergie, tout est beau. Tu n'as même pas besoin de dormir 4 heures par nuit. Oui. Donc, effectivement, à ce moment-là, je finissais un séjour en Europe, donc j'habitais en Europe. Et j'avais décidé de démarrer une compagnie aérienne. Donc, ça, c'est le genre de choses qu'on fait quand on est... c'est le genre de choses qu'on fait dans ce temps-là. Puis, c'était relativement bien parti. Sincèrement. Puis, ça a claqué là, tout d'un coup. J'ai cassé là, en moins de quelques semaines. Je suis tombé dans un état dépressif profond qui m'a complètement mis au sol. Où là, il y a eu le premier diagnostic là, qui est tombé au niveau de la bipolarité. Ça a pris presque 10 ans entre le moment où j'ai fait ma première dépression relié au trouble bipolaire et le moment où j'ai été diagnostiqué pour de vrai. Mais de commencer à en parler de manière plus publique comme je fais aujourd'hui, ça a pris un autre 10 ans supplémentaires. Donc 20 ans entre mes premiers symptômes puis le fait que j'en parle de manière ouverte pour aider les gens à faire face à cette condition. Toi, Martin, tu es spécialisé dans les troubles de l'humeur, dont fait partie le trouble bipolaire. Ce que décrit Luc, est-ce que c'est commun dans le trouble bipolaire? Oui, Florence, en fait, l'histoire de Luc, c'est fréquent. Moi, ce que je retiens surtout de ton histoire, Luc, c'est que dans le fond,
au début, tout va bien, puis là, à un moment donné, tu as comme des symptômes dépressifs, puis tu comprends pas trop qu'est-ce qui se passe. Tu te dis, ben, j'ai pas de raison d'être déprimé. Tu consultes, puis là, dans le fond, ben, on dit, ben oui, mais c'est une dépression, donc on traite ça comme une dépression. Puis, c'est pas une mauvaise chose. Une dépression dans le trouble bipolaire, ça doit être traité, mais une dépression dans un trouble bipolaire, c'est pas le même traitement. Puis, je retenais aussi dans l'hypomanie, ça, c'est... Les gens en hypomanie, ça peut aller à différents degrés, mais c'est pas rare de cette énergie, cette créativité-là, de s'investir dans des projets, de sky's the limit. Tu disais, je pourrais aller sur la Lune. Donc, c'est des choses qu'on va entendre, en fait. Puis, quand on sort d'une phase dépressive, d'avoir ce regain d'énergie-là, surtout en hypomanie, où, comme Florence l'a bien dit, c'est pas de la manie. Là. Il y a une certaine forme de fonctionnement, il y a une énergie, il peut même avoir une plus grande créativité. Donc là, c'est de dire, wow, c'est super, là, ça. Je veux dire, je veux rester dans cet état-là. Mais malheureusement, j'essaie de dire, c'est pas comme un rhéostat sur la lumière. On peut pas mettre l'intensité qu'on veut puis le garder à ce moment-là. Fait que là, l'idée, c'est que lorsque je suis dans une phase d'hypomanie comme ça, je suis sur du temps emprunté. C'est que si j'en prends pas soin puis je fais pas attention rapidement, bien, à un moment donné, comme tu as dit, ça va casser. Et souvent, quand ça casse, c'est assez net, c'est assez franc. Donc, c'est pas rare d'avoir un épisode dépressif qui peut être profond suivant une phase d'hypomanie. Donc, oui, je reconnais très bien le profil de plusieurs personnes bipolaires. C'est intéressant ce que tu as mentionné, l'idée que quand on est en période d'hypomanie, c'est du temps emprunté, mais c'est vraiment ça la sensation. Mais il y a quelque chose dans les épisodes, il y a comme une espèce de baromètre, en tout cas moi, ça me sert comme un baromètre, Martin, le sommeil. Peux-tu nous parler du sommeil dans le trouble bipolaire, s'il te plaît? Oui, bien, c'est un enjeu très important. On va appeler ce qu'on appelle un prodrome. En fait, c'est un signe précurseur quand les gens commencent à aller moins bien dans le trouble bipolaire, mais en particulier dans l'hypomanie, la manie. C'est souvent le sommeil qui va être perturbé. Donc, on essaie vraiment dans les stratégies qu'on utilise, c'est de vraiment évaluer, surveiller son sommeil. Puis quand je commence à dormir beaucoup trop ou à dormir vraiment pas beaucoup, puis avoir de l'énergie, c'est souvent un signe qu'il y a un épisode qui se prépare. Des fois, on a un peu de temps, on a peut-être quelques jours, quelques semaines, des fois, ça arrive assez rapidement. Donc, c'est vraiment important d'essayer autant que possible d'avoir une bonne hygiène du sommeil, d'avoir des heures de lever régulières, des heures de coucher régulières, éviter les siestes et toutes sortes de stratégies qui vont régulariser mon sommeil. Donc, dans la dépression, bien souvent, on dort trop et ça a un impact sur notre humeur. On n'a pas d'énergie, on n'a pas le goût de faire des choses. Dans l'hypomanie, on a trop d'énergie, on n'a pas le temps, dans le fond. Puis, ce qui est assez particulier, c'est qu'on va un peu mettre de l'huile sur le feu dans l'hypomanie. Une des pires choses, c'est le changement de zone, les fuseaux horaires. Donc là, si tu es un homme d'affaires comme Luc, puis tu voyages régulièrement, ton sommeil est constamment perturbé. Tu viens d'allumer la switch, tu es prédisposé, déjà là, les symptômes s'installent. Puis ce qui se passe, un peu comme Luc nous disait, bien là, c'est super, ça va bien. Fait qu'au lieu de dire un instant, je commence peut-être à partir en hypomanie, il faut que je fasse attention, c'est ben non, j'ai le goût d'investir là-dedans. Donc, j'ai une mauvaise hygiène de sommeil, je me couche pas, je consomme des stimulants. Fait au contraire, je me stimule davantage, qui vient encore perturber mon sommeil. Puis une fois que la switch est allumée, bien, excusez l'anglicisme, there's no going back. Non, il n'y a pas moyen de dire, oups, finalement, hier, j'aurais dû arrêter ça, on va juste revenir à hier, puis tout va être correct, il est trop tard. Mais justement, Luc, toi, tu as un trouble bipolaire et tu es dans le monde des affaires. C'est pas tabou, ça? C'est tabou. Moi, faire mon coming out de bipolaire, ça a été bien pire dans mon environnement que de faire mon coming out en tant que gay. Ça illustre quelque chose parce que toi, tu as fait ton coming out en tant qu'homme gay dans les années 90. Oui. Et tu dis que faire son coming out de trouble bipolaire à la fin des années 2010, c'était plus difficile que ça. Oui, plus de jugements rencontrés, plus de personnes perdues, plus d'incompréhension, plus de
Définitivement. Là, fait qu'on est en train de briser le tabou. Puis je pense que ce qu'on fait comme des choses comme aujourd'hui, je pense que ça aide à ça. Puis ma participation au livre, est-ce que l'entrepreneuriat rend fou? Donc, c'est des choses, justement, on vient briser le tabou. Puis quand moi, je fais des formations envers les entrepreneurs, on en parle beaucoup. Je pense que c'est essentiel parce que si on reste dans le silence, si on reste dans un genre de déni, ben on fait face aux conséquences les pires de ça. Quand j'ai commencé à monter les programmes à l'École de technologie supérieure, j'ai dit il faut en parler. On va pas juste former des entrepreneurs à partir de nos futurs ingénieurs. Oui, on va faire ça, mais on va parler de santé mentale parce que moi, j'avais vu à quel point c'était prévalent. Qu'est-ce que tu observais autour de toi dans le milieu des affaires? Ben, j'observais que j'étais pas seul à vivre ces cycles-là. Je le voyais chez d'autres entrepreneurs, chez d'autres gens d'affaires. Mais naturellement, ça se pose pas comme question. Hey, salut, t'es-tu bipolaire? C'est pas une question de cocktail, en tout cas, là. Donc, tu observes, tu vois que les gens, effectivement, ont ces cycles-là, un peu comme toi, mais OK. Puis là, ben, par expérience, ben, tu finis par identifier les autres qui sont comme toi. Puis tu fais comme, OK, lui, dans une phase d'hypomanie, comme je vais dealer avec ça. Pour la phase plus difficile, ben, je vais dealer avec ça aussi. Je trouvais que ça arrivait plus souvent dans le milieu des affaires, dans mon environnement. Puis finalement, les statistiques sont sorties plus dans les années 2010, 2020. Il commençait à sortir des statistiques par rapport au fait qu'effectivement, il y a une prévalence très forte du syndrome bipolaire chez les gens d'affaires, chez les entrepreneurs. Mais là, on a parlé de comment ça se passe dans l'entourage professionnel, le trouble bipolaire. Martin, moi, j'aimerais savoir comment ça se passe chez les proches. Oui, ça, c'est un point très important parce que c'est un point qui peut être oublié. Les proches, surtout le trouble bipolaire, quand les gens sont déprimés, peuvent être en dépression assez sévère, la difficulté à fonctionner, dans l'hypomanie, peuvent faire des choses qu'ils vont regretter par la suite, mais c'est difficile pour l'entourage de faire la différence entre Luc, la personne, et Luc qui agit au moment où il est dans une phase symptomatique, parce que pour les gens, c'est le même Luc qui est présent. Fait que ça peut être très difficile pour la famille qui, ne comprenant pas ce qui est en train de se passer, peut essayer d'être bienveillant, aider à sa façon, mais malheureusement peut contribuer à amplifier et maintenir le problème. Comment, par exemple? Donc, la famille peut être très critique de son proche, par exemple, puis dans une phase dépressive, lui dire, ben là, arrête, c'est sûr que tu serais couché toute la journée, tu t'arriveras pas à rien faire, lève-toi, bouge-toi, c'est pas si difficile que ça. Puis à la base, dans le fond, c'est pas nécessairement mal intentionné. Là. La personne fait ça parce qu'elle s'inquiète de son proche et elle veut l'aider. L'autre penchant de ça, c'est l'aspect surprotection, où, dans le fond, ben là, on est trop contrôlant parce qu'on s'inquiète pour notre proche. Dans le trouble bipolaire, c'est, ben là, tu pleures, je sais pas, tu as vécu quelque chose de difficile, tu es triste, puis là, la famille est tout de suite en mode alarme incendie parce que, mon Dieu, il pleure, il est triste, il est probablement en dépression. On se rappelle, la dernière fois, ça a duré 1 an et demi. T'as-tu pris tes médicaments? Va voir ton médecin, il faut que tu fasses quelque chose. Ou là, tout d'un coup, la personne sort d'un épisode dépressif, a un peu d'énergie. Là, c'est comme, mon Dieu, tu as l'air de bonne humeur, tu as de l'énergie, tu es en train de partir en hypomanie. Et ça, c'est pas mal intentionné du point de vue de la famille, mais à quelque part, c'est des comportements qui vont augmenter le stress familial et qui peuvent rendre la personne plus vulnérable à faire des rechutes comme telles. Les émotions positives et négatives font partie de notre vie, oui. Mais avec ce que tu nous décris, on a l'impression que la personne qui vit le trouble bipolaire doit quasiment s'empêcher de les vivre pour pas se faire dire comme « Oh mon Dieu, t'es-tu correct, ça va-tu? » Est-ce que c'est quelque chose qui te rejoint, Luc? Oui. Plusieurs choses qui ont été dites. Un, effectivement, la compréhension de la famille ou des proches. Puis, effectivement, on parlait de surprotection, spécialement en hypomanie. Maintenant, mon conjoint, ça fait quand même 25 ans qu'on est ensemble. Fait que, en hypomanie, il a tendance à vouloir me surprotéger pour pas que je fasse de conneries. Je ne touche pas au compte bancaire, donc une sorte de surprotection là, de ce côté-là, oui. Martin, comment est-ce que toi, tu vois tout ça là, de ton point de vue d'expert? Je comprends que la personne qui vit le trouble bipolaire dit, ben là, j'ai le droit d'être triste, j'ai le droit d'être heureux, puis ça, je le comprends tout à fait, puis c'est vrai, mais il faut comprendre que pour l'entourage et la famille, les émotions, entre guillemets, deviennent dangereuses parce que c'est associé à des épisodes qui peuvent être
presque traumatisant dans certains cas. Fait que je pense que c'est ça qu'il faut réaliser. Là. Il faut rééduquer la famille sur le fait que les variations d'humeur ne sont pas nécessairement signe que ça va moins bien. Puis une stratégie, c'est d'établir un peu un plan d'action, un plan de prévention de la rechute pour déterminer, c'est quoi les signes et symptômes, les déclencheurs qui me disent que je suis plus en dépression, en hypomanie. Puis, quand on est dans une phase plus euthymique, plus stable, comme Luc disait, c'est là le moment de réfléchir, que Luc réfléchisse avec son conjoint, ses proches, de dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'observe? Comment je voudrais que ça soit géré? Mais si ça a été planifié à l'avance, puis de dire que quand je suis en hypomanie, j'ai tendance à faire des dépenses excessives, puis d'avoir mes cartes de crédit, c'est peut-être pas une bonne idée, là, c'est comme décider. Fait que lorsque l'épisode arrive, Luc s'étendra pas plus que laisser le contrôle de ses cartes de crédit, mais ça a été décidé d'avant, ça va faire plus de sens. Là. C'est intéressant que ce soit dans la phase d'euthymie, donc les phases où est-ce qu'on peut dire où l'humeur est plus stable. J'aime pas dire le mot normal, mais c'est un peu ça, là, les phases normales, que ce soit le bon moment justement pour poser des actions pour prévenir que les phases dépressives, hypomaniaques ou maniaques causent des enjeux. Ça vient avec l'idée de l'éducation psychologique aussi. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des différentes approches de traitement ou de rétablissement qu'on utilise justement avec les personnes qui ont un trouble bipolaire, puis aussi un peu avec leur famille? Oui, en fait, je pense que c'est une belle entrée en matière, là, dans le fond. On sait qu'il y a d'abord, dans le traitement du trouble bipolaire, comme les troubles psychotiques, il y a une forte composante qui est génétique, biologique. Et la médication est essentielle, en fait, pour traiter ces symptômes-là. Parenthèse, ça peut prendre un certain temps avant de trouver la bonne formule, le bon médicament. Donc, il ne faut pas se décourager par rapport à cet élément-là. Mais la médication peut être pas suffisante. Donc, il y a des approches psychologiques, de psychothérapie qui peuvent être utiles et aidantes. Et il y en a un certain nombre pour lesquels il y a des recherches solides qui ont été faites qui démontrent que c'est efficace, que ça va aider les gens à diminuer les symptômes et prévenir les rechutes. Mais la composante centrale et commune de ces approches efficaces-là, c'est ce qu'on appelle l'éducation psychologique, la psychoéducation, pas la profession, mais l'idée de donner de l'information psychologique. La psychopédagogie. Tout à fait, sur la maladie. Et souvent, les formes que ça va prendre, c'est peut-être 5 à 10 rencontres qui peuvent se donner en groupe, où, dans le fond, on va donner de l'information sur l'origine, dans le fond, de la maladie, comment ça se présente, les signes et symptômes, les déclencheurs. Et on va le personnaliser à chaque individu qui puisse reconnaître son propre profil de dépression et de manie. Puis ensuite, on va mettre en place des stratégies pour réussir à, quand je suis déprimé, mais comment je peux réagir? Quand je suis en hypomanie, comment je peux réagir aussi par rapport à ça? Et ça, il y en a qui existent un peu partout là, dans le réseau. Luc, quand on vit avec un trouble bipolaire, vers quelles ressources est-ce qu'on peut se tourner? Je dirais que c'est un peu sectoriel, c'est-à-dire que dans le domaine des affaires, il y a eu plusieurs programmes qui ont été mis en place. Moi, je donne un exemple de programme que moi, j'ai mis en place au Santec, qui est le Centre de création d'entreprises technologiques de l'École de technologie supérieure. Donc, le Santec, c'est plus facile de dire comme ça. On a mis en place un programme qui s'appelle Centré, qui est un programme d'accès à des psychologues. Il y a aussi des séances de groupe pour justement que les gens puissent, dès le moment où ils commencent à mettre en place leur première entreprise, d'être un peu à l'écoute de soi-même, de voir est-ce que je peux avoir certaines tendances vers certains troubles qu'on retrouve dans ce milieu-là, que ce soit bipolaire, troubles anxieux, qui sont quand même présents, d'être conscient que ça peut exister. Est-ce que dans mon entreprise, il y a des ressources par rapport à ça? Dans les universités, souvent, il y a des ressources pour les employés, des ressources aussi pour les étudiants. Les services aux étudiants, souvent, il y a des ressources relativement proches. Il faut juste s'en informer, de savoir qu'elles sont disponibles, parce qu'effectivement, souvent, elles vont avoir été mises plus à un niveau plus local, oui. J'aimerais mentionner aussi Relief, qui offre, donc il y a une ligne d'écoute, il y a un service aussi de chat, de conversation par Internet, et ils offrent des ateliers d'autogestion du trouble bipolaire. Donc, on peut se présenter là avec un diagnostic du trouble bipolaire et avoir accès justement à tout un programme d'éducation psychologique. Il y a aussi des groupes d'échange, des groupes de soutien. Donc, relief.ca, c'est une ressource
qui est là, qui est disponible. Et voilà, j'ai déjà travaillé comme intervenante au téléphone chez eux et je dois vous dire que c'était quand même un programme très, très efficace. Mais souvent, on va consulter quand c'est la dépression qui frappe et parfois, elle frappe très fort. Donc, il ne faut pas hésiter à ce moment-là d'aller vers des ressources comme le 1866 j'appelle ou même d'appeler le 911 si on se sent vraiment en danger ou si on pense que quelqu'un dans notre entourage est en danger parce que il faut pas le prendre à la légère. Luc Giguère, merci d'avoir été avec nous et d'avoir partagé ton vécu, ton récit. C'est quelque chose qui aide justement à démystifier ce que c'est le trouble bipolaire puis à enrayer des tabous. Martin Provencher, psychologue, merci d'être venu nous parler de toutes ces connaissances-là, de nous avoir aidés également à en savoir plus sur le trouble bipolaire et sur ce qu'on peut faire pour maintenir un beau niveau de bien-être à travers tout ça. Donc, merci beaucoup encore une fois. Merci Florence. Merci Florence. Merci Luc. Si vous voulez retrouver les ressources dont on a parlé dans l'épisode ou si vous avez besoin d'autres ressources, rendez-vous dans la section « À propos » du balado.